Alors d'habitude, je pose la question à la salle, vous m'excuserez, mais on va faire un petit peu vite. Donc quand je pose la question de qu'est-ce que c'est que le Lyon-Turin, on me répond en général, c'est un projet de tunnel. Il y en a qui m'ont dit que c'était un pont, mais enfin, vous voyez, tout le monde ne connaît pas forcément le projet. C'est du train, c'est pour faire plus de transport de marchandises, ça permet d'aller plus vite, etc. Et en fait, c'est un biais idéologique quand on commence à poser les questions sur le projet et quand on commence à présenter un projet. Parce que ça veut dire qu'on est positionné immédiatement comme des opposants qui vont démonter un projet. Et en fait, le Lyon-Turin, c'est avant tout une deuxième ligne parce qu'il y a une ligne qui est existante. Et en fait, quand on pose la question de qu'est-ce que c'est que le Lyon-Turin, personne ne parle de l'existant. Et donc là, on parle de contre-projet, que ce soit à Tremblay, etc. Et en fait, il y a quand même la vérité, c'est l'option 0. Et l'option 0 en matière ferroviaire, elle existe notamment sur le Lyon-Turin. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'on a besoin d'une deuxième ligne entre la France et l'Italie? Alors voilà, je vous fais la question. Vous avez un frigo. Et alors moi, j'ai un projet pour vous, c'est un deuxième frigo. Vous voyez, mais il est quand même beaucoup mieux que le vôtre, mais c'est un deuxième frigo. Vous voyez? Alors, qui a besoin d'un deuxième frigo dans la salle? Quand avez-vous besoin d'un deuxième frigo? Vous voyez, je peux vous le faire avec la machine à laver ou avec une voiture et un minibus. Mais en fait, vous me dites, ben non, mon frigo, j'ai un besoin qui est déterminé. Et en fait, je pense à changer mon frigo ou à mettre un deuxième frigo dans des cas assez précis. Le machin est en panne, etc., etc., etc. Je vais accueillir mes parents qui commencent à être dépendants, donc on va avoir besoin de plus de place dans le frigo, ou je vais faire des enfants, donc je vais avoir besoin de plus de place, mais mon frigo ne rentre pas dans ta cuisine, alors t'es emmerdé quand même, faut bien le reconnaître. Donc, vous voyez, il y a quand même des questions de besoins et d'environnement. Alors, vous allez me dire, tout ça, c'est bien intéressant, parce que ça ne parle pas du Lyon-Turin. En Suisse, il circule 15 000 trains par jour. En France, il circule 15 000 trains par jour. La petite différence entre la Suisse, c'est qu'il y a 3 265 km de réseau ferré. En France, il y en a 27 483. Et donc, je vous pose la question du besoin. Vous voyez? Est-ce que quand on a un peu plus de kilomètres de réseau, on a toujours besoin pour le même nombre de trains d'une deuxième ligne entre Lyon et Turin? Vous voyez, par exemple, c'est... Alors, comparaison n'est pas raison. En région parisienne, bien évidemment, vous avez une circulation qui est bien plus intensive que ce que vous pouvez avoir dans la Creuse, par exemple. Il n'en reste pas moins que la question du ferroviaire est déjà là et que il se trouve que j'ai un métier qui est celui de travailler sur la vie des entreprises. Et en fait, la première des questions, c'est cause et origine des difficultés. Vous voyez, ce n'est pas de trouver des contre-projets. La première question, c'est d'analyser le besoin et d'analyser l'exploitation. Et là, on a une vraie question. Je vous donne ça. Par exemple, en France, on a une loi qui est assez bien faite, qui date du 30 décembre 1982. C'est la loi d'orientation des transports intérieurs, la LOTI, qui prévoit que pour pouvoir faire un projet de transport financé avec de l'argent public, il faut faire des prévisions socio-économiques, donc également environnementales, comme le précisait Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure, mais que 5 ans au plus tard après la mise en service de ces infrastructures financées en tout ou partie, eh bien, il faut faire un bilan des résultats économiques et sociaux. Ça vous paraît normal puisque c'est de l'argent public, qu'on fasse le bilan de ce qu'on a investi. Eh bien, vous voyez, j'ai attaqué avec Raymond Avrier, Françoise Vercher, sur 8 projets qui ont été mis en service, bien sûr, depuis plus de 5 ans, qui représentent quand même 17 milliards d'euros d'investissement et pour lesquels il n'y a pas de bilan des résultats économiques et sociaux. C'est intéressant parce que c'est là qu'on s'aperçoit que finalement, sur le ferroviaire, on demande toujours plus d'investissement parce qu'il faut faire du train, parce que le train, c'est bien. Et en fait, on ne fait jamais les bilans des résultats économiques et sociaux de ce qui se passe. Je vous en donne un, par exemple, parce qu'on l'a un petit peu. C'est entre Perpignan et Figueras, donc à la frontière franco-espagnole, où il passe 4 fois plus de camions qu'entre la France et l'Italie. Ils ont fait un petit bilan parce que, en fait, le partenaire privé a fait faillite au bout de 4 ans.
Alors, ils ont été obligés puisque forcément c'est SNCF Réseau qui a repris les 500 millions de dettes, donc nous, d'une certaine manière. Et ils l'ont fait, et donc ils ont fait 8% de la prévision en matière de fret de marchandises et 15% de la prévision en matière de voyageurs. Donc forcément, vous voyez que c'est un petit peu important de faire ces bilans. Alors nous, des besoins, en fait, puis voilà, dans la région, il y en a. Par exemple, vous voyez, on a des voies uniques qui vont jusqu'à Albertville, Bourg-Saint-Maurice. Il y en a entre Annecy et Aix-les-Bains, qui est importante parce que c'est quand même l'autoroute la plus circulée en France. Donc finalement, il y a quand même des choses importantes. Et donc, on voit que la question du besoin est quand même préalable. Alors, pour faire très très simple sur le Lyon-Turin, en 1998, le Conseil général des ponts et chaussées, à travers Christian Brossier, fait une analyse de ce qui se passe sur la ligne existante. Et il nous explique, c'est sur la gauche, qu'il circule entre 12 et 14 trains de voyageurs, plus 50 trains de marchandises dans chaque sens. C'est-à-dire 128 trains à peu près par jour. Et il nous dit, si on fait un peu des travaux, on pourrait faire passer 150 trains de marchandises. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On dit bravo. Bravo. Bah oui, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait les travaux. 1 milliard d'euros. On ne peut pas contester ce chiffre. Il a été donné à deux reprises par l'ancienne vice-présidente au transport de la région Rhône-Alpes, Bernadette Laclais, députée PS ensuite, et qui explique ça. Alors, pour elle, 1 milliard d'euros n'a pas réglé le problème, mais enfin, on les a quand même mis. Et visiblement, avant, on nous disait, si on fait les travaux, ça nous permet d'augmenter de 50% le nombre de trains par jour, 150 trains, rappelez-vous ça. Et on a fait les travaux, donc là, vous voyez, c'est équiper, sécuriser, agrandir, augmenter la capacité, etc., etc. Tout ça est un document SNCF signé par Jean-Pierre Duport en décembre 2004. Donc voilà, on a dépensé 1 milliard pour améliorer les choses. Je vous dis ça parce que, bien sûr, vous avez tous dans la tête, je le vois. Le train, c'est bien. Qu'est-ce qui vient nous dézinguer un projet ferroviaire? Eh oui, c'est d'ailleurs pour ça que ce projet à 30 milliards d'euros, vous connaissez la différence entre 1 million de secondes et 1 milliard de secondes. 1 million de secondes, c'est 11 jours et demi, donc vous savez tous ce que vous faites dans 15 jours. 1 milliard de secondes, c'est 31 ans. Et moi-même, j'ai quelques doutes sur la réalité de mon existence. Alors, que se passe-t-il aujourd'hui après qu'on ait dépensé 1 milliard d'euros et qu'on avait avant 128 trains par jour? En fait, maintenant, on n'en a plus que 27. Vous voyez? Et donc, là, vous savez que le 17 et 18 juin, il y a eu un rassemblement avec les soulèvements de la Terre. J'ai été invité à parler aux grandes gueules, c'est quand même difficile, surtout quand vous êtes au téléphone. Et alors le gars me dit, ouais, c'est quoi votre argument d'écologiste contre le Lyon-Turin? Alors je dis, moi je ne suis pas contre le Lyon-Turin, mais simplement, vous voyez, il circulait 128 trains par jour, on a mis 1 milliard d'euros, il en circule plus que 27, et nous, on n'est pas maximaliste, on est minimaliste. On leur dit, faites au moins ce que vous faisiez avant d'avoir claqué 1 milliard d'euros. Vous voyez, truc simple, faites au moins ce que vous faisiez. Alors là, ils nous disent, ah oui, mais c'est un problème, il y a la montagne. Je vous rassure, la montagne existait déjà avant 1998. Voilà. Alors après, il y a la sécurité. Alors là, on dit, donnez-nous le nom de celui qui a claqué 1 milliard d'euros et qui maintenant vient nous dire qu'il y a des problèmes de sécurité, surtout que en 2004, on nous a dit on fait des travaux pour qu'il n'y ait plus de problèmes de sécurité. Ouais. Alors, il y a un autre petit problème aussi, c'est que en plus de ça, alors vous savez, le train c'est cher, la route c'est moins cher, dérégulation, on utilise les Polonais, les Slovaques, les Lituaniens, etc., ce qui est assez vrai d'ailleurs en Italie. Et en fait, non, sur cet axe-là, la Direction générale des mobilités de l'Union européenne nous dit que le transport ferroviaire est toujours 30% moins cher que la route. Pourquoi? Eh bien parce que nous avons déjà l'écotaxe au tunnel du Fréjus et du Mont-Blanc. Vous savez à qui appartient le tunnel du Fréjus et du Mont-Blanc? Ah non, à nous. Plus de 99% à nous, à l'État français, à travers l'Agence des participations de l'État, qui les a cédés au Fonds pour le développement d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin. Il m'a fallu 15 jours pour apprendre la formule. Et donc, ce Fonds pour le développement d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin a un objet qui est de développer l'intermodalité. Je vous rappelle que le fluvial dans les Alpes, c'est assez difficile pour les péniches, même en draguant les fonds. Donc, finalement, c'est route-rail. Et alors, que fait ce fonds qui est propriétaire du tunnel du Mont-Blanc, propriétaire du Fréjus? Chaque année, il prend 20 millions d'euros du bénéfice de la pollution de la vallée de l'Arve à Chamonix,
et il les attribue en subvention au tunnel du Fréjus. Comme ça lui permet de polluer la vallée de la Maurienne à coût de 20 millions. Ça dure depuis 2012, donc on en est déjà à 240 millions, à 140 millions déjà aujourd'hui. Voilà, tout va bien. Donc la route est moins chère parce que les péages sont très chers. Et donc un aller-retour d'un poids lourd de 40 tonnes pour aller en Italie, c'est 600 €. Plus le chauffeur, plus le gasoil. Effectivement, si vous faites un train avec 30 positions, il n'y a qu'un chauffeur, il n'y a pas de gasoil, vous n'usez pas les pneus, et en plus de ça, le gars reste à la maison, puisque finalement, les routiers sont assez malins. Ils utilisent leurs chauffeurs routiers pour faire rouler des camions, pas pour les transporter dans des trains. Alors, l'évolution du trafic. Je vous le dis parce que souvent, il y a quelques erreurs sur ce sujet. Tu n'hésites pas à me dire l'heure parce que j'essaye de faire vite. Mais donc voilà, on nous a dit, oula, la croissance des trafics, il y a de plus en plus de camions, il y a de plus en plus de camions. D'accord ? Et alors, en fait, c'est faux. C'est faux, depuis 1994, vous voyez, ça a plafonné. Mais non seulement ça a plafonné, mais en 2000, on a créé une autoroute en Maurienne, suite à l'accident du Mont Blanc. Et en fait, vous voyez, l'autoroute de la Maurienne, depuis qu'elle a été créée, donc on a fluidifié l'axe de circulation, vous n'avez pas d'augmentation de trafic routier de marchandises. Pourquoi ? Eh bien, assez simplement, c'est que aussi bien en région parisienne, vous rajoutez une voie sur l'A86 ou sur le périphérique, vous faites un appel de flux de voitures parce que vous avez fluidifié la circulation et les gens utilisent ça. En matière de marchandises, ça ne marche pas comme ça. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui fabrique les marchandises et quelqu'un qui les achète de l'autre côté. Alors, il y a un exemple très simple, on ferme les hauts fourneaux en France. Donc, on fabrique plus de tôle. Quant aux Italiens qui fabriquaient des Fiat à Turin, ils ferment l'usine pour les fabriquer autre part au Maghreb, etc. Donc ça arrive. Donc nous, on ne leur vend plus de tôle et eux nous renvoient plus de Fiat par la voie ferrée puisqu'ils sont plus à Turin. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que les opposants à ce projet, c'est pas nous. Depuis 1998, c'est toute l'administration centrale. Donc, Conseil général des ponts et chaussées, je vous ai montré le premier rapport, mais c'est également l'Inspection générale des finances, c'est également la direction du Trésor, c'est également l'autorité environnementale, et c'est également, en 2018, le Conseil d'orientation des infrastructures qui va expliquer que le projet Lyon-Turin a des caractéristiques socio-économiques qui, à ce stade, sont clairement défavorables et qu'il n'y a rien à entreprendre avant 2038. Donc, il ne met même pas un centime sur le machin. Alors, on nous dit, oui, mais les Suisses, ils ont fait un tunnel du Saint-Gothard. Donc, je vous rappelle que comme il y a eu un déraillement, il est fermé jusqu'en 2024. Je dis ça parce que nous aussi, on a eu un tunnel là qui est un petit peu en problème en ce moment. Et on nous dit, ah là, s'il y avait eu Lyon-Turin, ça serait mieux. Alors, on leur dit, ben, le Saint-Gothard, ça tombe mal, ça passe pas non plus. Et alors, vous voyez qu'en fait, les Suisses, ils ont eu une augmentation sur la période 1980-2016 du trafic ferroviaire je regarde si c'est, non, ça marche pas, du trafic ferroviaire, c'est le bleu foncé, et une augmentation du trafic routier. En Autriche également. Par contre, en France, on a une diminution du fret ferroviaire. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on est passé de 128 trains à 27 trains par jour. Et en fait, on a une relative stagnation, ce qu'on a vu tout à l'heure, du transport routier. Et donc, ce qu'on dit, c'est très simple, c'est que si on utilisait la voie à hauteur de ce qu'elle était en 1998, on aurait une réduction du transport routier de marchandises. Et donc, la question, c'est qu'on nous dit, ah oui, mais grâce à ce truc-là, on va faire mieux. Alors, on leur dit, montrez-nous déjà que vous savez faire quelque chose entre Rungis et Perpignan, parce que là, il y a du trafic, on le sait, et vous n'êtes même pas foutu de faire rouler un train de primeur. Alors, on a parlé des routiers. Nous, on est allé voir les routiers. Les routiers disent, nous, on veut passer sur la voie existante parce que ça nous permet d'être dans un cadre de concurrence avec les Italiens. Je vous passerai les détails si vous avez des questions. Alors après, quand vous avez un vendeur de frigo, vous faites attention parce que il peut vous tromper. Donc là, je siège à l'Observatoire de la saturation. Déjà, vous voyez, le nom Observatoire de la saturation pose un problème parce qu'on vous a donné le résultat. Vous savez que le mot saturation, c'est le résultat d'une règle de 3. Donc, si vous observez le résultat, en général, enfin, moi j'ai dit le premier jour, si vous pouviez me donner les paramètres puisque je dois observer, ça serait mieux. Donc, capacité, utilisation. Utilisation divisée par capacité égale saturation ou absence de saturation. Vous voyez ? Mais Observatoire de la saturation, déjà, vous êtes piégé. Bon, alors ils nous font en 2019 une première diapo, c'est celle à gauche. Vous voyez, il y a là où il y a la flèche, il y a marqué « Ah là là, il circule 200 trains par jour ». Et alors je compte, moi, en fait c'est niveau CE2, CM1, je vous le rappelle,
Vous avez les tables de multiplication ici, d'addition, ça marche très bien. Et alors, donc, vous voyez, 77 plus 68, ça fait 145. Donc, je lève la main, je dis, ça fait pas 200. Alors, le gars descendu de Paris, le chef de la saturation. Ah ben alors, il doit y avoir un terminus. On dit non, il n'y a pas de terminus à Montmélian. Ah, peut-être des transversaux. Alors, je dis non, il n'y a pas de transversaux. C'est dommage parce que ça ferait moins encore. Alors, donc, ils vont nous redonner. Nous revenons vers vous. Nous reviendrons vers vous. Là, il faut que je fasse vite, là. Et ben, j'y arrive. Et donc, ils sont revenus vers nous à 145. Et après, j'ai dit, oui, mais vous y avez 3 trains de fret. Donc, finalement, c'est plus 145, c'est 139. Et ils reviennent vers nous et c'est 139. Méfiez-vous des vendeurs de frigo. La capacité, c'est eux qui l'avaient annoncé, elle est à 280 trains par jour sur cet axe-là. Donc, bien évidemment, nous avons la possibilité de le faire. En fait, la ligne existante aujourd'hui, c'est simple. Nous avons une capacité de 100 trains par jour puisqu'elle nous a été annoncée en 98. Si vous mettez 30 conteneurs équivalents à un semi-remorque, que vous en mettez sur 100 trains, ça vous en fait 3000 camions de moins par jour, sur 300 jours, parce que le week-end, faut pas déconner, c'est pique-nique, eh ben, ça vous fait 900 000 poids lourds de moins sur la route. Et donc, c'est les 2/3 des camions qui circulent entre le Mont-Blanc et le Fréjus aujourd'hui, c'est-à-dire exactement les 66% ou les 60% que font les Italiens, les Suisses, pardon. Résultat des courses, voilà. Comme ici, on m'a dit, il faut parler du capitalisme. J'en ai parlé. À la tête de ce machin-là, en fait, je sais qu'il y a même des écologistes dans la salle. Donc, vous voyez, l'économie circulaire, c'est un truc bien. Alors, ils l'ont compris. Ils ont mis à la tête du Lyon-Turin ferroviaire, le président de l'IGD. IGD, ça vous dit pas grand-chose, mais c'est The French Institute for PPP, l'Institut français des partenariats publics-privés. Alors, vous voyez, le gars, il est élu à la tête de l'Institut des partenariats publics-privés par Bouygues, Vinci, Spi-Batignolles, Eiffage, etc. Il est aussi président de Lyon-Turin Ferroviaire et il signe des contrats à Spi, Bouygues, Vinci, Spi-Batignolles, etc. Donc, c'est de l'économie circulaire, donc c'est écologique. Alors, si vous vouliez être sûr absolument que c'était un partenariat public-privé, c'est écrit dans le dossier de presse, mais je vous rappelle que pour avoir une subvention européenne, il faut absolument que les projets de transport soient dans un projet de partenariat public-privé. Voilà, donc je pense que j'ai fini, mais il y a une vidéo d'1 minute et demie, est-ce que je peux vous la passer? 1 minute et demie, elle fait. Bon, je vous la passe parce que c'est justement le président de l'IGD qui va vous parler, merci à lui. L'objectif, c'est d'avoir un temps de parcours de Paris-Milan en 4 heures, au lieu de 7 heures actuellement. Donc vous allez économiser 3 heures de votre temps. Ça veut dire que vous pouvez, par exemple, passer un week-end à Milan et prendre le train à l'aller et au retour. On gagnerait 3 heures. Vraiment? Au total, les arrêts dans les gares et la ligne TGV qui ne nous sert à rien nous auront coûté 95 minutes. Le trajet actuel pourrait donc se faire dès aujourd'hui en 5h25, sans arrêt. Contrairement à ce qu'affirme le document du promoteur public, la nouvelle ligne ne fera pas gagner 3 heures aux voyageurs, mais seulement 1h25 minutes. Nous présentons nos calculs à Hubert Duménil, le promoteur public du projet. Et sa réaction peut surprendre. Si 7 heures, il y a des arrêts, 4 heures, il n'y a pas d'arrêt, c'est pas vraiment 3 heures de gagner finalement. Bon, enfin, écoutez, on n'en est pas à la minute près, vous voyez, là, comme quand vous dites que vous faites Paris-Lyon en 2 heures, c'est jamais 2 heures. Hein, ce matin, j'ai mis 2h07, il y a une autre fois, voilà. Donc on est sur des ordres de grandeur, on n'est pas dans une présentation d'un billet de train qui donne des heures précises à la minute près. Vous, en termes de communication, quand même dans vos dépliants, vous avancez, voilà, le Paris-Milan pourra se faire en 4 heures au lieu de 7, c'est un mensonge. Oui, c'est une présentation favorable. Erroné. Favorable. Bon, vous êtes d'accord pour dire que votre communication de 4 heures au lieu de 7, elle n'est pas très honnête quand même. On simplifie un peu. Non, c'est là. Il mérite vos applaudissements. Je voulais juste dire deux petites choses quand même. Premièrement, en fait, nous, depuis 2012, on disait c'est pas 4 heures au lieu de 7 heures. Et pas un journaliste lui avait posé la question. C'est en 2015 qu'on lui pose la question.
La deuxième chose, c'est que vous voyez quel est son projet d'aménagement du territoire. Et son projet d'aménagement du territoire, c'est de pouvoir se barrer pendant un week-end à Milan en 4 heures au lieu de 7 heures, ce qui n'est pas possible, bien évidemment, puisque vous ne remplissez pas le train, enfin, etc. Et donc, la dernière chose que je voudrais dire, c'est que vous l'avez vu dans sa première réponse, il est avec son gilet jaune, n'en tirez pas de conclusion hâtive. Il est avec son gilet sur un des chantiers, et ils se sont aperçus qu'il n'a pas été très bon. Enfin, peut-être que vous l'avez trouvé très bon, mais ils se sont dit non, il n'a pas été très bon, donc ils ont demandé un deuxième tour. Alors je vous rassure, quand avec Julien ou moi, on se trompe devant la caméra, nous, on n'a jamais le droit au deuxième tour, hein, jamais. Alors voilà, et je conclus en vous disant que j'ai aussi écrit des livres et que vous pouvez faire de deux pièces une seule, puisque j'en ai mis à l'entrée et la vente est destinée à être remise à l'Institut de la Boétie. Et je finis en disant que finalement, ma conclusion, c'est que c'est bien de parler de ces grands projets ici à l'Institut de la Boétie, parce qu'en termes d'aménagement du territoire, c'est véritablement des projets de servitude volontaire.